Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Conseil des ministres tenu ce matin au Palais de la République. Plusieurs décisions ont sanctionné cette rencontre des membres du gouvernement. Le point de celle-ci avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji. Session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective hier à Cotonou. Au cœur des échanges, le bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. Et puis hors de nos frontières, la première visite officielle du président tchadien en Hongrie se solde par la signature d'accords bilatéraux stratégiques. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, les membres du gouvernement béninois se sont réunis aujourd'hui pour leur séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Au cours de cette rencontre tenue sous la houlette du président de la République, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. L'initiative de ce texte s'inscrit dans la logique d'améliorer les pratiques en matière de construction et d'habitation dans notre pays, notamment pour corriger les insuffisances relevées au fil du temps. Il vise principalement à édicter les principes généraux permettant d'assurer la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions et fixer les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Prévoir les dispositions permettant de favoriser et de sécuriser les investissements immobiliers en disciplinant les constructeurs et les promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Prendre des mesures favorables à la politique du logement social et à la gestion du patrimoine immobilier national. En somme, l'adoption de ce projet de loi ouvrira une nouvelle ère dans le domaine de l'investissement immobilier au Bénin, en ce qu'il rappelle le principe du permis de construire, impose des garanties aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers, puis fait du logement social une préoccupation de l'État. Les ministres concernés sont instruits à l'effet d'en soutenir la discussion devant la représentation nationale. Sous ce même chapitre ont été par ailleurs adoptés le décret fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celui portant approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière. Au chapitre des communications, en point 1, autorisation de déploiement de nouveaux aspirants au métier d'enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. Les besoins exprimés par ce ministère au titre de l'année scolaire 2024-2025 portent sur un effectif de 2431 AME. En vue de permettre aux apprenants de nos écoles primaires publiques, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de disposer d'un enseignant par classe, le Conseil a marqué son accord pour le déploiement de ce nombre d'aspirants parmi les 2513 admis au test d'octobre 2022 inscrits dans la base de données. Il s'agit de ceux qui, non encore affectés dans une école, ont marqué leur disponibilité. En point 2, contractualisation dans le cadre de la rénovation de l'ex-hôtel Marriott de Cotonou. En point 3, contractualisation en vue de la réalisation de l'étude pour les travaux de réparation définitive de l'épi d'arrêt de sable. La Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a tenu hier sa session extraordinaire à Cotonou. Le bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 était au cœur des préoccupations. Suivons les détails dans ce commentaire de François Roubadet-Rintor sur les images de nos confrères de la télévision nationale. Le bon déroulement de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 était au cœur des travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation,
de consultation et de négociation collective qui s'est tenue ce mardi 10 septembre 2024 à la salle des fêtes des Tours administrative à Cotonou. Cette session avait regroupé les membres du gouvernement avec à leur tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, les représentants des organisations patronales et les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales représentatives. À l'ouverture des travaux, le ministre d'État, président de la commission, Abdoulaye Biotchane, a indiqué que cette session donne l'opportunité aux acteurs du secteur éducatif de se retrouver autour de la problématique de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025. Il a rappelé les actions initiées par le gouvernement au fin d'améliorer les conditions de vie des enseignants et des aspirants au métier d'enseignant AME. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de la rémunération des AME à compter de l'année scolaire 2023-2024, l'octroi à ces derniers d'une assurance maladie ainsi que d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national de montant de 20 000 francs par mois et par AME, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants et le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Le ministre d'État a aussi évoqué la réintégration des 175 aspirants suspendus en 2021 par le ministère de tutelle et la prise de la décision de reversement en agents contractuels de droit public de l'État des AME ayant totalisé 3 années d'ancienneté après réussite à un test d'évaluation et bien d'autres. Au terme de cette session, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a exprimé sa satisfaction quant aux préparatifs de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025. Les directeurs techniques de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les membres de la Commission des lois de l'Assemblée nationale s'approprient depuis hier le nouveau code électoral. C'est à travers un atelier dont les travaux ont été lancés par le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, Clémence Tonokwa. Les élections en vue de son application conséquente par toutes les directions techniques impliquées dans la conduite des opérations électorales, c'est l'objectif principal de cet atelier. Prévu pour durer 2 jours, cet atelier constitue une activité classique de la Commission électorale nationale autonome Sénat avant toute élection. Avec des attentes précises, il intervient donc en prélude au cycle électoral que le Bénin va aborder à partir de l'année prochaine. Premièrement, c'est relever les innovations contenues dans la nouvelle loi. Deuxièmement, comprendre les implications de ces innovations, non seulement pour notre institution, mais aussi pour les partis politiques. Troisièmement, anticiper sur les difficultés susceptibles de surgir dans l'application de ces nouvelles dispositions. Et quatrièmement, enfin, proposer des approches de solutions pour prévenir tout blocage et assurer la continuité du processus électoral. Les travaux sont axés sur 2 thématiques afin de permettre au cadre technique de la Sénat, ensemble avec le législateur, de comprendre les changements apportés à la loi 2024-13 du 15 mars 2024 portant code électoral en République du Bénin et anticiper sur les implications de ces changements. La première thématique portera sur les innovations contenues dans la nouvelle loi, ainsi que sur leur appropriation par les différents acteurs. Nous aborderons ici les aspects théoriques et juridiques de ces innovations, mais aussi leur application pratique, en particulier en ce qui concerne la gestion des partis politiques. La deuxième thématique traitera de la responsabilité de la Sénat dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions à travers chaque direction technique. Chacune d'elles devra s'assurer qu'elle est prête à relever les défis imposés par ce nouveau cadre légal. Au terme de l'atelier, les participants auront cerné les implications induites par les nouvelles dispositions et seront mieux outillés pour conduire les processus électoraux en République du Bénin.
Actualité en dehors du Bénin, le président tchadien Idriss Mahamat Déby a entamé sa première visite d'État officielle dans la capitale hongroise. Budapest œuvre en ce moment pour transférer 14 millions d'euros de la Facilité européenne pour la paix à la défense du Tchad et tant pis pour les livraisons d'armes en Ukraine. Mahamat Idriss Déby enchaîne les déplacements officiels à l'international après avoir participé au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui a réuni à Pékin plus de 150 dirigeants africains. Le président tchadien a fait escale dans la capitale hongroise. C'est sa première visite dans ce pays européen qui subit de plein fouet la pression migratoire en Europe. J'ai le plaisir d'accueillir le président Mahamat Idriss Déby Itno en Hongrie. La République du Tchad est un pays clé dans la lutte contre la migration clandestine. Les migrations d'Afrique vers l'Europe ne peuvent pas être stoppées sans les pays de la région du Sahel. C'est pourquoi la Hongrie bâtit un partenariat de coopération avec le Tchad. Bien qu'aucun détail du programme de la visite du président tchadien n'a été révélé, ce déplacement officiel fait parler de lui. Le gouvernement hongrois a initié l'allocation par l'Union européenne de 14 millions d'euros du Fonds européen pour la paix pour développer le potentiel militaire du Tchad. Cette initiative sera examinée par le Conseil des représentants permanents de l'Union européenne le 26 septembre et nous espérons qu'elle sera adoptée. Il s'agit du montant que la Hongrie verse à la Facilité européenne pour la paix, une instance communautaire extra-budgétaire créée par l'Union européenne en mars 2021. Son objectif initial était de développer la capacité à prévenir les conflits et à renforcer la sécurité internationale. Cependant, la plupart des fonds ont déjà été mobilisés pour rembourser partiellement aux pays de l'UE les sommes dépensées pour l'aide militaire à Kiev, ce que Budapest condamne ouvertement. L'immigration illégale et les menaces terroristes accrues qui y sont étroitement liées constituent une préoccupation sécuritaire majeure. Nous savons pertinemment que l'immigration illégale vers l'Union européenne ne peut être arrêtée sans coopération avec la région du Sahel. Nous savons avec certitude que le Tchad a un rôle stabilisateur important à jouer dans cette région critique de l'Afrique. C'est pourtant, en tant que pays assurant la présidence tournante de l'Union européenne, nous apportons également notre contribution pour promouvoir la coopération entre l'Union européenne et la région du Sahel. Outre la possibilité de recevoir 14 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme, le président tchadien ramène de Hongrie 4 accords signés avec le Premier ministre Viktor Orban, une déclaration de partenariat stratégique, un mémorandum d'entente dans le domaine de la production animale et 2 accords dans le domaine de la défense. Afin de rendre notre présence aussi efficace que possible, nous avons décidé de transformer notre mission diplomatique à N'Djamena en une ambassade qui nous aidera à maximiser la coopération économique, éducative et militaire dans le cadre de ce partenariat stratégique. L'intérêt des Hongrois pour le Tchad n'est pas fortuit. Il y a un an, le ministre hongrois de la Défense avait qualifié le Tchad de seul État stable dans la région, tout en avertissant qu'en cas de déstabilisation du Tchad, on assisterait à un flux à plusieurs millions de réfugiés vers l'Europe et dont la Hongrie serait la porte d'entrée. Depuis, Budapest n'a pas abandonné l'idée d'envoyer 200 militaires au Tchad, mais aucun détail à ce sujet n'a été rendu public à l'issue de la visite du président tchadien. Attaque massive de drones ukrainiens contre les civils sur pas moins de 9 régions russes. Plus de 140 drones ont été interceptés. Les détails avec nos confrères de RT. Cette nuit, le régime de Kiev a effectué une attaque de drones massifs contre plusieurs régions russes. Les systèmes de défense aérienne ont détruit 144 drones, selon le ministère russe de la Défense, surtout au-dessus des régions de Bryansk, Kursk, Toula, Belgorod et Kaluga. Une vingtaine de drones a été détruite au-dessus de la région de Moscou. Nous sommes actuellement dans la ville de Ramenskoye, dans la région de Moscou, ville dont la population s'élève à plus
de 113 000 habitants et qui a beaucoup souffert cette nuit. Des drones ont percuté 2 immeubles. L'un d'entre eux, vous pouvez voir derrière moi. Pour la première fois dans la région de Moscou, une attaque de drone a été mortelle puisqu'une femme âgée de 46 ans a été tuée. Elle est décédée avant l'arrivée des secours. 8 personnes étaient blessées, dont 6 étaient hospitalisées pour des commotions cérébrales, fractures et blessures. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la zone endommagée va du 7e au 14e étage. Au total, 20 appartements ont été endommagés dans l'immeuble qui se trouve derrière moi et 43 personnes qui habitent dans ces appartements endommagés ont été placées dans le centre d'hébergement temporaire. Voici ce que racontent les témoins de l'attaque de cette nuit. Des explosions, bien sûr. Quand il y a eu une frappe de ce côté-là, la pendule est tombée. D'abord, je n'ai rien compris. Je suis sorti voir ce qui se passait, il n'y avait rien. Ensuite, il y a eu une explosion ici aussi. L'alarme incendie s'est déclenchée. Je voulais traverser la rue, mais tout brûlait. J'ai contourné le bâtiment, un appartement brûlait. Oui, il a pris feu tout de suite. Au 11e étage, des fragments brûlaient partout. L'alarme sonnait. Tous ceux qui sont sortis se sont dépêchés de faire sortir leur voiture. Et après ça, le 2e drone. Si on les compte tous, ça sera le 4e. Il est arrivé et il s'est explosé juste entre les immeubles 21 et 23. Littéralement, en me réveillant, je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai vu quelque chose comme ça, du feu. Et ensuite, c'est parti. Toutes les vitres ont été brisées par l'onde de choc. J'ai couvert ma femme de mon corps, tout a volé en éclats et l'onde nous a repoussés encore plus loin. Oui, il y a eu de la fumée ou de la poussière ou je ne sais plus quoi. Mais on a récupéré tout de suite ce qu'on avait sous la main, notre chien, quelques affaires et couru dehors. À 4 heures du matin, j'ai entendu un bruit de moteur. J'ai tout de suite compris qu'il allait se passer quelque chose. J'ai couvert ma femme de mon corps et on s'est jeté à terre. Il y a eu une explosion, des cendres, de la fumée, un incendie. On a vite rassemblé nos papiers d'identité, les affaires qui étaient à notre portée, et couru dehors, c'est tout. On était choqués, secoués. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. J'ai agi instinctivement. Un malheur arrive, un incendie, il faut prendre le plus précieux et se sauver. À cause de l'attaque de drones, des restrictions de vol ont été imposées dans les aéroports de la région de Moscou, de Modedevo, Vnukovo et Joukovski. Des dizaines de vols ont été retardés, mais les restrictions étaient levées vers 8 h du matin, heure de Moscou. Le service de presse de l'aéroport Joukovski a rapporté que des débris d'un drone abattu étaient retrouvés sur une piste de l'aéroport. Plus tard dans la journée, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a commenté cette attaque. Les frappes nocturnes contre les quartiers résidentiels ne peuvent en aucun cas être associées à une action militaire. Le régime de Kiev continue de montrer sa nature. Ce sont des ennemis. Nous devons poursuivre l'opération militaire spéciale afin de nous protéger de ce type d'action, de ce régime. Il y a quelques jours, Vladimir Poutine s'est exprimé sur les succès et l'avancée des troupes russes dans le Donbass en ajoutant que les troupes russes libéraient donc des territoires non par de centaines de mètres mais par des kilomètres carrés. Exemple de ces dernières 24 heures, l'armée russe a libéré plusieurs villages dans la République populaire de Donetsk comme Galitinovka, Grigorovka, Krasnogorovka et Vodianoye. En revanche, l'armée ukrainienne a subi de grandes pertes, surtout donc à cause des combats dans la région de Koursk. Qu'ils ont déjà perdu plus de 11 800 personnes, 93 chars, 7 systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS et 5 MLRS. Les attaques comme celle-ci peuvent être considérées comme une sorte de vengeance pour ce qui se passe sur le champ de bataille. En ce qui concerne les frappes russes sur le territoire de l'Ukraine, le ministère russe de la Défense souligne que les attaques sont menées uniquement contre les infrastructures militaires et énergétiques de l'Ukraine et les infrastructures associées, ce qui n'est pas du tout le cas, comme on peut le voir, du régime terroriste de Kiev. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir chez vous.